Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle formule de votre émission Le Débrief sur la panafricaine Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Gabon, un an après la prise du pouvoir par les militaires, le projet de nouvelle constitution a été remis au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le texte prévoit un régime présidentiel avec suppression du poste de Premier ministre. Le président de la République sera également élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Tout président en exercice voulant réviser ces dispositions se rendrait désormais coupable de haute trahison. Le 30 août dernier, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI avait renversé le président Ali Bongo au Gabon. Quel bilan de l'an 1 de la transition gabonaise? Quel défi attendent le président de la transition, le général Oligui Nguema? Le développement en première partie d'émission et puis en seconde partie du débrief au Togo, sur proposition du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, le président Faure Gnassingbé a procédé à la nomination d'un nouveau gouvernement transitoire de 35 ministres. Cela fait suite à l'adoption le 6 mai dernier d'une nouvelle constitution togolaise consacrant la 5e République. Après les législatives tenues le 29 avril 2024, cette nouvelle équipe gouvernementale devra conduire la transition au Togo pendant 8 à 9 mois, le temps de mettre en place toutes les institutions de cette 5e République. Quel chantier du nouveau gouvernement au Togo? Quels changements majeurs sont attendus pour cette 5e République togolaise? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Pape Ousmane Thiaw, vous êtes doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à votre co-débatteur, M. Joël Nathan Ombago, analyste politique. Vous en êtes à votre première participation au débrief. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Daouda. Et je reste d'ailleurs avec vous, un an après le coup d'État au Gabon. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les premiers actes posés par les autorités gabonaises de la transition? Alors, après un an, on va dire après un an, le bilan est plutôt positif. Positif parce qu'on peut dire que le plaisir, on va dire, au niveau du peuple est très démontré et très visible. On retrouve une joie au niveau du peuple, mais pas seulement. Il y a des réalisations qui sont faites derrière, il y a des chantiers qui sont réalisés derrière. Il y a à plusieurs niveaux de l'amélioration au niveau des vies des populations. Et aujourd'hui, on peut dire que ce bilan-là est positif et on pourra le voir dans les détails. Et sur quel plan déjà par rapport à ce bilan-là aujourd'hui? Pouvez-vous revenir sur certains points de ce bilan positif que vous venez d'aborder? Alors, le bilan positif, je l'établis sous ces angles-là. Déjà, un premier bilan qu'on peut dire un bilan humanitaire. Au niveau du fait que les populations retrouvent, on va dire, l'honneur de se sentir, on va dire, patriote. Il y a déjà ça. Il y a aussi un bilan économique qui est clair. On va dire le redressement de la dette déjà, la dette publique extérieure. Il y a aussi au niveau des infrastructures, plusieurs projets qui ont été faits, des constructions d'hôpitaux, construction de routes, construction d'écoles, construction évidemment de grands chantiers. Et de l'autre côté, on a aussi au niveau de l'emploi, un bilan positif avec plus de 19 000 intégrations à la fonction publique. On parlait tout à l'heure de routes, plus de 193 km de routes, de nouvelles routes qui ont été bitumées. Ça veut dire qu'il y a un véritable bilan positif dans le domaine économique et au-delà. Parmi ces routes bitumées, certains de ces chantiers étaient des chantiers qui étaient en souffrance depuis plusieurs années dans le pays. Et Pape Ousmane, sur le plan des changements majeurs intervenus en une année de transition, on peut citer le secteur énergétique où les autorités de la transition ont racheté Assala Énergie, ce qui a permis au pays de passer de 1000 barils par jour à 77 000 barils, soit une production de 1350 milliards par an. Selon vous, comment ce rachat aujourd'hui d'Assala peut permettre à l'État gabonais de renforcer la sécurité du pays sur le plan énergétique bien sûr et contribuer également à un meilleur contrôle des ressources pétrolières?
Alors, le Gabon a longtemps été un producteur pétrolier, mais dont les capacités de production sur le plan pétrolier s'étaient amenuisées au fil des années. Maintenant, les efforts du gouvernement de transition allant dans le sens de redynamiser ce secteur vont dans le bien de ce pays qui a connu une certaine crise économique durant la gouvernance d'Ali Bongo. Maintenant, le gouvernement d'Oligui, actuellement, est en train de faire en sorte de remettre d'abord le Gabon sur les rails, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et sur le plan des infrastructures. Donc, le rachat de cette entreprise par le gouvernement d'Oligui est un signe, surtout, allant dans le sens de la redynamisation du secteur pétrolier qui était en souffrance pendant plusieurs années. Et surtout, justement, le fait parce que le secteur pétrolier est un secteur porteur qui, justement, supporte d'autres parties de l'économie. D'autres parties de l'économie comme le secteur énergétique, le secteur des infrastructures, le secteur agricole notamment. Donc, c'est un secteur assez stratégique. Exactement, c'est un secteur assez stratégique et donc justement le gouvernement d'Oligui est sur la bonne voie sur ce plan. Et par rapport à la question des ressources également pétrolières, il y a aussi la question des mines où le Gabon procède actuellement à l'exploration de nouveaux gisements comme les gisements de diamants dans les régions de Midzik, Zélé, des terres de Lambaréné, Belinga, également Banyaka. Que vous inspire aujourd'hui cette volonté aussi des autorités de la transition à veiller en tout cas à une bonne exploitation de ces ressources naturelles dont dispose le pays, un pays de un peu plus de 2 millions d'habitants et riche également en ressources minières et autres ressources extractives. Alors, le Gabon, sa particularité, vous venez de l'évoquer, c'est un pays riche en minéraux, mais un pays dont la population est assez faible, 2 millions d'habitants pour un pays qui fait à peu près la taille de la France. Donc c'est une opportunité pour le gouvernement gabonais de faire en sorte de faire profiter à sa population. Maintenant, à travers l'élargissement de l'assiette minière du Gabon, à travers l'exploration de nouveaux gisements, aussi bien pétroliers que miniers, c'est une bonne démarche, mais il faudra faire face à plusieurs défis, notamment environnementaux. Récemment, j'ai vu aux informations qu'il y avait un début d'exploitation d'un bois très rare, très prisé en Asie, un bois que l'on retrouve en majorité au Gabon, mais dont la croissance de cet arbre pouvait prendre 500 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que les forêts du Gabon puissent être gérées de manière équitable et durable, de telle sorte que les ressources de manière globale du Gabon puissent profiter à tout un chacun, à chaque Gabonais. Et comment aujourd'hui, Nathan, mieux faire profiter aux Gabonais, comme l'a dit Pape Ousmane, mieux faire profiter les Gabonais de ces ressources extractives et autres ressources dont dispose le pays? Alors, merci encore pour la question. Déjà, la première chose, c'est de bien gérer les ressources. Comment bien gérer les ressources? C'est déjà dans l'exploitation, comment on les exploite, mais surtout dans la redistribution. Parce qu'en principe, on veut bien exploiter et très mal redistribuer les revenus ou ce qui revient des ressources minières. Et dans le cas, par exemple, de nos pays, dans le cas de notre pays, on peut dire que ces ressources-là ne sont pas nouvelles. Ce sont des ressources qui sont là déjà depuis des années, qui ont peut-être été très mal exploitées. Maintenant, comme vous avez parlé d'Assala, avec la récupération d'Assala, qui est un gros porteur pétrolier au niveau du pays, et pas qu'Assala, je pense que l'État aussi s'est chargé de prendre Adax, aussi, qui est aussi un gros pétrolier, avec le retour de la gestion de ces ressources-là et les ressources minières, on peut dire maintenant que l'État a une plus large possibilité de redistribuer de manière équitable, on va dire, la recette de l'État. Maintenant, comment les redistribuer? Je pense que la première chose, c'est déjà d'établir quels sont les secteurs principaux qui vont faire vivre le pays. Donc on a l'éducation, on a la santé, on a les infrastructures publiques. Il faut aussi parler des salaires, d'accord? Déjà améliorer les conditions des fonctionnaires pour commencer, mais aussi mettre en place des politiques sociales. Je pense que ça, c'est aussi très, très, très important, mettre en place des politiques sociales au niveau de la santé déjà, au niveau aussi même éducatif. Pourquoi pas octroyer des bourses? Donc améliorer le quotidien du Gabonais, peut-être pas en lui donnant de l'argent, que chaque Gabonais aura 10 millions, mais
mettre en place un système qui permet aux Gabonais, lorsqu'ils se lèvent le matin, je vais prendre l'exemple de certains pays comme les Émirats et autres, où il y a des denrées, par exemple, qui sont complètement prises aux charges de l'État, le riz, certaines denrées de première nécessité. Permettre aux populations de mieux sentir les retombées issues de l'exploitation de ces produits pétroliers. Ouais. Et cela requiert également une forme de bonne gouvernance aujourd'hui de ces ressources naturelles-là. Effectivement, une très bonne gouvernance et une gouvernance surtout qui est portée vers l'humain. Je pense que c'est surtout ça. Mettre l'humain au cœur de la gouvernance. Également, des réformes ont été entreprises du code minier pour aujourd'hui inciter, avoir une certaine incitation fiscale et des garanties de stabilité pour les investisseurs étrangers aujourd'hui qui voudraient venir amener leurs capitaux au Gabon. Comment de telles mesures peuvent contribuer à renforcer aujourd'hui l'attractivité de ce pays qu'est le Gabon? Alors, les incitations fiscales dans le secteur pétrolier et gazier sont presque une normalité dans la plupart des pays africains. Et l'objectif, justement, est de permettre aux investisseurs étrangers qui viennent, notamment dans le cadre de contrats de partage et de production, comme on a l'habitude de le voir ici ou dans la sous-région. Quand il s'agit d'un contrat de partage, d'un contrat de partage et de production, qu'est-ce qui se passe? L'investisseur vient, investit son argent pour la recherche, pour la prospective pétrolière. Et après avoir découvert des gisements, c'est là que l'État intervient pour partager les ressources ainsi que les retombées financières. Donc les incitations fiscales, c'est d'abord pour attirer les investisseurs et après il faudra non seulement harmoniser cela, mais mettre en place ce qu'on peut appeler le contenu local pour faire en sorte que les entreprises gabonaises également, ou une partie du travail qui va être fait dans le secteur, puisse être prise en charge par des entreprises gabonaises. Mais c'est une normalité pour un pays qui cherche à attirer des investisseurs. Maintenant, une fois que les investisseurs seront là, maintenant mettre en place des dispositifs allant dans le sens de la préservation de l'intérêt de l'État gabonais. De quel genre, par exemple, pour les dispositifs aujourd'hui, après que les investisseurs soient là et travaillent avec les autorités? Alors, la réforme du code pétrolier, j'ai pas trop de détails dessus, mais il faudrait, par exemple, dans la réforme du code pétrolier, d'abord le contenu local qui est important, mais ensuite déterminer des parts dans la production pétrolière gabonaise pouvant, par exemple, ravitailler ou alimenter le marché local. Je donne juste un exemple. Par exemple, pour le pétrole sénégalais, il y a une bonne partie qui va être raffinée sur le plan local pour être vendu, pour être inséré dans le circuit africaine de raffinage pour être inséré dans le circuit local. Le Gabon pourrait, par exemple, procéder de la même manière à travers la construction d'une raffinerie justement qui va permettre de raffiner sur place le pétrole gabonais pour pouvoir alimenter non seulement le marché intérieur, mais le marché sous-région au niveau de l'Afrique centrale. Le Gabon, à travers sa position géographique, parce que le Gabon a accès à la mer, est un pays potentiellement viable sur le plan géographique et qui, à travers les investissements directs étrangers, constitue un pôle d'attractivité non négligeable dans la zone. Et d'ailleurs, par rapport au marché local dont vous avez parlé tout à l'heure, en tout cas, à défaut pour l'instant d'une société de raffinage dans le pays, les actuelles autorités gabonaises également ont eu une convention ou un partenariat avec l'actuelle société de raffinage du Nigeria mise en place par Aliko Dangote pour aujourd'hui raffiner une partie de ce pétrole gabonais qui revient également au niveau du pays pour servir également les populations gabonaises. Absolument. Par rapport aux capacités de raffinage, je crois qu'il faudrait que les dirigeants africains puissent inscrire cela dans les objectifs de souveraineté du pays. C'est important pour un pays producteur de pétrole d'avoir ses propres capacités. On n'est plus à l'ère ou à la période où il fallait produire du brut, l'exporter, puis racheter ça et le vendre cher à sa population. Le fait d'avoir des capacités de raffinage et même de la pétrochimie, c'est un cercle vertueux parce qu'avec la pétrochimie, par exemple, on peut faire de l'engrais pour l'agriculture, on peut faire du plastique pour l'industrie du textile, l'industrie de la plomberie et plusieurs autres domaines. On compte jusqu'à plus de 300 dérivés
qui peuvent être issus du pétrole. Donc c'est énormément d'opportunités pour un État qui sait non seulement investir dans sa capacité de raffinage, mais également dans sa capacité de gestion des produits pétroliers. Et surtout des opportunités de création d'emplois et de valeur ajoutée, même par rapport à l'économie du pays. Nathan, pour ce qui est des contrats avec les partenaires étrangers, plus de 739 milliards de francs CFA ont été mobilisés à l'issue du dernier forum économique France-Gabon, des fonds destinés à financer des projets aujourd'hui dans le domaine des transports, des industries et même des infrastructures. Le FMI accompagne à nouveau aussi le pays. On note également une certaine ouverture du Gabon vers d'autres partenaires européens, africains et même asiatiques. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce positionnement du Gabon sur le plan diplomatique? C'est à féliciter. La première chose, c'est que c'est à féliciter. L'autre chose, c'est que ce regain de confiance vient de quelque part. Déjà, la volonté des autorités en place de restaurer les institutions, mais aussi au niveau de l'endettement public qui est très important, cette volonté de rembourser la dette, la dette publique a montré le sérieux des autorités en place et surtout le respect des institutions internationales et des bailleurs, différents bailleurs de fonds. Et cette confiance-là, justement, a entraîné le fait que les institutions reviennent vers le Gabon et reprennent, même les investisseurs internationaux reviennent vers le Gabon et disent bon, on veut à nouveau collaborer, on veut à nouveau des partenariats. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est au Gabon de se positionner encore pour créer et gérer mieux ces partenariats-là pour éviter encore de perdre les partenaires. Même la CEAC à laquelle appartient le Gabon avait très tôt aussi levé les sanctions qui avaient été prises à l'encontre du Gabon suite au coup d'État qui avait eu lieu dans le pays. Oui, effectivement. Donc, toutes ces sanctions qui ont été levées et ce retour au niveau diplomatique sur la scène internationale du Gabon montrent que, effectivement, les instances internationales ont vu qu'il y a un sérieux au niveau des autorités et cette confiance-là, on prie qu'elle soit maintenue et qu'elle soit entretenue de la meilleure des manières. Et Pape Ousmane, je le disais en introduction, le projet de nouvelle constitution a été remis au président de la transition, le général Oligui Nguema. Que pensez-vous des réformes annoncées dans cette nouvelle constitution? Un régime présidentiel avec des vice-présidents, également un président élu pour 7 ans renouvelable une fois, une disposition qui ne peut faire l'objet de modification puisque tout président qui aujourd'hui voudrait modifier cette disposition sur le mandat pourrait être poursuivi par le Parlement pour haute trahison, destitué par le Parlement pour haute trahison. Alors, d'abord, le projet de nouvelle constitution au Gabon marque la fin de la transition militaire et le début d'un régime civil. Donc, la première question qu'il faudra se poser est de savoir est-ce que le président de la transition, M. Oligui Nguema, participera, sera candidat à ces élections. Je crois que la question n'a pas encore été tranchée. Maintenant, les différents points qui ont été évoqués dans la révision constitutionnelle sont des points qui me paraissent pertinents. Pourquoi? Parce que le fait de faire 2 mandats de 7 ans, la limitation des mandats à 7 ans me paraît raisonnable. Ensuite, le fait de verrouiller la Constitution avec une phrase très dissuasive, c'est-à-dire le fait que pour un président de vouloir réviser cette disposition de la Constitution constitue une haute trahison. Bon, c'est très dissuasif pour le prochain président qui sera là. Donc, si la Constitution est adoptée en tant que telle, moi, je ne regarde pas forcément ces aspects, mais peut-être d'autres aspects peut-être qu'il existe d'autres aspects de cette révision constitutionnelle qui sont critiquables, mais les différents éléments que vous venez de me donner sont des éléments sur lesquels je peux me baser pour dire que ce sont c'est assez pertinent, surtout la limitation du mandat pour que le Gabon ne puisse plus connaître des présidents qui seront là pendant 40-50 ans. Et surtout, acter le retour des civils au pouvoir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le président Oligui Nguema sera candidat? Là, la question reste entière. Un retour des civils au pouvoir, une élection en tout cas est prévue dans ce sens à partir de 2025. Pour ce projet de nouvelle constitution également, il devra être soumis au peuple gabonais à travers un référendum qui sera organisé par les actuelles autorités de la transition. Et Nathan, ces autorités gabonaises de la transition se sont aussi fixées pour objectif de restaurer la démocratie,
revitaliser l'économie et redonner confiance aux Gabonais en leurs institutions. Pape Ousmane a donné un exemple tout à l'heure avec la question de la limitation des mandats. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les différents actes posés dans ce sens-là? Alors, par rapport à ça, il y a déjà la révision constitutionnelle, mais aussi le fait que le président décide de clairement montrer la séparation des pouvoirs. Parce que le respect de la séparation des pouvoirs est très important au sein d'une démocratie, et aussi cette volonté constitutionnelle de créer une sécurité constitutionnelle, parce que le respect d'une constitution, c'est le cœur. C'est le cœur d'un État. Et quand on met en place un système qui empêche à ceux qui viendraient au pouvoir de manipuler la Constitution à leur gré, cela montre déjà une volonté claire de faire respecter les institutions. Parce que c'est important de considérer que ce qui fait la force d'un État, c'est la force des institutions et non des hommes. Et l'autre problème, c'est que généralement, on a toujours eu des hommes qui sont forts. On dit l'homme fort de tel pays, l'homme fort de tel pays. Mais des institutions... Cette sécurité aujourd'hui et ce respect des institutions est également gage de stabilité politique et même institutionnelle dans le pays. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie de l'émission Le Débrief. Dans la seconde partie, il sera question de parler du Togo et du nouveau gouvernement de transition mis en place avant aujourd'hui ce passage à la 5e République togolaise. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Pape Ousmane Thiaw, quelle lecture faites-vous de l'actuel gouvernement de transition au Togo? Je précise que la première ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement ont été maintenus. Alors, la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale au Togo sonne comme un début. Un début avec des acteurs politiques qui sont déjà connus et d'autres nouveaux acteurs qui ont été insérés dans le gouvernement. Et l'objectif, justement, est non seulement d'avoir une véritable stabilité sur le plan politique et démocratique, mais également d'impulser une nouvelle dynamique allant dans le sens de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la création de la 5e République, togolaise. Moi, j'ai toujours une analyse prospective sur le plan sécuritaire. Pourquoi? Parce que le Togo est situé dans une zone actuellement qui est en proie au terrorisme. La zone du Golfe de Guinée, avec des voisins qui sont touchés comme le Nigeria, le Bénin, le nord du Bénin. Donc, le Togo a besoin d'une équipe gouvernementale qui est consciente des enjeux et qui est prête justement à engager les principales luttes, notamment sur le plan sécuritaire auquel cette équipe va faire face pour les années à venir. Et ça, c'est fondamental. Et par rapport à ce point que vous avez soulevé, à savoir la question sécuritaire, aujourd'hui, est-ce que le renforcement du Parlement, ou bien des deux parlements, en tout cas, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, le renforcement des pouvoirs législatifs ne pourrait pas être un début également? Le fait de mieux outiller ces parlements-là ne pourrait pas être un début par rapport à la lutte contre l'insécurité ou bien même à la menace terroriste, si l'on sait que les lois sont adoptées au niveau aujourd'hui de ces parlements-là? Alors, pour lutter efficacement contre la menace sécuritaire, il faudrait une bonne coordination entre les équipes gouvernementales ainsi que l'appareil législatif. Et ça, c'est important parce que pour faire passer certaines lois allant dans le sens de renforcer l'appareil sécuritaire ou allant dans le sens de renforcer justement les capacités des armées ou allant dans le sens justement de modifier l'arsenal juridique, ça, il faut une bonne coordination entre l'équipe gouvernementale et l'équipe législative. C'est pour cela que le renforcement des prérogatives ou même des moyens de l'Assemblée nationale ou du Sénat sont de nature à améliorer cette stratégie de lutte. Et c'est d'ailleurs ce Parlement qui va nommer à l'issue aujourd'hui de cette transition-là le président du Conseil des ministres ainsi que le président de la République du Togo. Et Nathan, ce gouvernement de 35 membres, depuis le début du changement de constitution, va conduire la transition pendant 8 à 9 mois, le temps aujourd'hui de mettre en place les nouvelles institutions de la 5e République. Selon vous, quel chantier attend l'actuel gouvernement dirigé par Madame Victoire? Alors, quel chantier attend le gouvernement, le nouveau gouvernement togolais? C'est déjà essentiellement, je pense que c'est un chantier d'abord sécuritaire, mais pas sécuritaire au plan du terrorisme par exemple, mais sécuritaire au plan de la population. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra mettre la population en confiance.
par rapport à ces nouvelles réformes et même expliquer mieux à la population par des faits le fait que ce qui a été mis en place nouvellement avec le renforcement du pouvoir législatif, je veux dire, est un bien fondé pour la population. Parce que lorsque la population n'a pas compris, tout de suite, il y a une insécurité qui plane. Parce qu'il y a des contestations qui peuvent venir, il y a beaucoup d'éléments. Et après, comment le système législatif et le gouvernement vont faire pour faire en sorte que la population s'arrime, c'est déjà le travail de ce gouvernement-là pendant 8 mois qu'il y aura à faire. Puisque ce système-là supprime le suffrage universel direct, à savoir l'élection d'un président de la République au suffrage universel direct. Voilà, et sachant que chez nous, les peuples africains, nous aimons bien aller au vote. Nous aimons bien aller au vote et sentir que nous avons choisi celui qui nous dirige. Et même si aujourd'hui, avec ce système parlementaire, on peut dire qu'en allant vers la 5e République du Togo, le peuple a un certain pouvoir, puisque c'est le peuple qui choisit ses députés. Mais on sait tous qu'avec la capacité ou le pouvoir en place un système, c'est généralement les mêmes qui dirigent, ou ce sont les mêmes qui se repositionnent. Et surtout que depuis l'indépendance de ce pays-là, le Togo n'a connu que des régimes semi-présidentiels ou présidentiels. C'est une sorte de première, on peut le dire, dans ce pays, de vivre sous régime parlementaire. C'est carrément un changement drastique de vivre ça. Et surtout qu'on a maintenant ce pouvoir-là qui est aux mains de l'Assemblée. Mais après, il y a un changement essentiel, c'est que le président du Conseil pourra élire le Sénat, par exemple. Il pourra nommer les sénateurs, désigner les membres du Sénat. Donc, il y a quand même un changement important et il faudrait que le gouvernement en place qui est là pour la transition puisse mieux expliquer cela aux populations et mettre en place tout ce qu'il faut pour que les nouvelles institutions, la population trouve confiance dans ces institutions-là. Cette nouvelle constitution a été promulguée le 6 mai par le président Faure Gnassingbé et elle a été publiée également le 21 mai dernier, peu avant l'installation de l'Assemblée nationale issue des élections du 29 avril. Quelle lecture faites-vous de ce passage du Togo d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire? Je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis l'indépendance de ce pays, il n'a connu que des régimes présidentiels et semi-présidentiels. Quelle lecture faites-vous de ce passage d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire? Alors, c'est un renversement de paradigme. C'est un renversement de paradigme politico-institutionnel. Alors, le Togo est un pays petit au niveau du territoire, mais également au niveau de la démographie. Maintenant, le fait d'avoir un régime parlementaire pourrait être pertinent, mais à condition que les conditions de désignation des députés soient transparentes et inclusives. Il faudrait que les populations puissent choisir de pleine conscience leurs députés, parce que c'est plus tard ces députés qui pourront choisir le président de la République. Maintenant, il peut s'agir d'un piège. Alors, pourquoi? Parce que ce serait une manière pour l'actuel président Eyadema d'enlever le pouvoir aux populations, aux votantes, pour le donner à des députés qui sont souvent la majorité. Exactement, des députés de la majorité. C'est critiquable, mais également, dans une seconde lecture, on peut dire que au vu de la configuration de l'appareil ou du système politique togolais, cela pourrait être pertinent pour améliorer le système de désignation du président de la République. Et le président togolais dont vous parlez, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, joue également beaucoup un rôle de médiateur au sein de l'espace ouest africain, surtout au niveau de la CEDEAO. On l'a vu comme médiateur aujourd'hui au niveau des pays comme le Mali et le Burkina, quand il y a eu des coups d'État dans ce pays. Dernièrement également, il fait partie des médiateurs désignés par la CEDEAO ainsi que le président sénégalais pour faire revenir ces 3 pays de l'AES au sein de l'espace régional aussi qu'est la CEDEAO. Oui, alors depuis quelques années, il s'est positionné comme étant un acteur incontournable dans la diplomatie ouest africaine. C'est de bon augure pour lui. Ok. Et Nathan, cette nouvelle constitution prévoit des dispositions transitoires pour faire passer aujourd'hui le Togo à la 5e République. Les institutions doivent être mises en place dans les 12 mois à venir. C'est ce que disent ces dispositions transitoires. L'actuel chef de l'État conserve ses pouvoirs jusqu'à la désignation aujourd'hui d'un président du Conseil des ministres et l'élection également d'un président de la République par les parlementaires une fois les 2 chambres du Parlement installées.
Que pensez-vous de cette phase transitoire pour permettre le passage du pays de la 4e à la 5e République? Une phase transitoire qui va durer actuellement entre 8 et 9 mois puisque 3 mois se sont déjà écoulés. Alors c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que il y a des grandes questions qui se posent quand même. Et je crois que c'est l'un des grands problèmes de cette révision constitutionnelle au niveau du Togo. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui se posent. Et la principale question, c'est qui sera le président du Conseil? Et la réponse est presque évidente. Parce qu'il suffit de demander qui est le président du parti majoritaire au Parlement. Puisque c'est automatique. Celui qui est le chef de la majorité parlementaire devient le président du Conseil. Donc on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et après encore, il y a le Parlement qui va élire le président. Donc le président du Conseil est déjà naturellement connu, même si on ne le cite pas. Mais ensuite, c'est encore le même système qui va élire le président de la République. Donc, il y a déjà des questions là qui sont très évidentes. Après, au niveau, on passe à la 5e République, oui, les institutions sont revisitées, sont améliorées, peut-être sont arrangées, on va dire, oui. Mais est-ce que le pouvoir est vraiment redistribué? Puisqu'on se rend compte que le président du Conseil a maintenant la concentration des pouvoirs, puisqu'il a même le pouvoir d'émettre l'Assemblée. Selon les nouvelles dispositions. De dissoudre l'Assemblée. Donc, on se pose des questions. Est-ce que c'est une sécurité institutionnelle ou c'est un danger pour la démocratie? Mais le pouvoir aujourd'hui du Parlement ou bien des parlements comme l'Assemblée et le Sénat sont également renforcés aujourd'hui dans cette forme de gouvernance qui est le régime parlementaire. Oui. On a quand même ce fort potentiel de l'Assemblée, déjà par la capacité à nommer le chef de l'État et aussi le fait que le président du Conseil soit de la majorité parlementaire. Mais derrière, la grande question qui se pose, c'est que est-ce que ça ne va pas favoriser un système? L'autre grande question et l'autre grand danger, c'est l'instabilité. L'instabilité au niveau des pôles. Ça veut dire que si aujourd'hui, ceux qui dirigent au Parlement sont de droite, le pays est conduit sous une politique de droite. Ça veut dire que si, prochaine élection législative, le pouvoir change de main, le pays n'aura pas généralement une continuité de l'État qui sera manifeste. On va passer d'un régime à un autre, généralement, ou d'une volonté politique à une autre, sans que les institutions puissent faire grand-chose, parce que le Parlement, c'est la majorité parlementaire qui va décider un peu de tout ce qui se fera dans le pays. Pensez-vous que cela soit réellement un problème si l'on sait que même dans un régime présidentiel aujourd'hui, le parti ou la coalition arrivée au pouvoir gouverne avec la vision qu'elle a, ou bien que ce soit une vision libérale, sociale ou autre, elle gouverne avec sa vision, même si c'est un régime présidentiel. Donc, est-ce que cela constitue réellement un problème aujourd'hui dans un régime parlementaire? Ça constitue un problème, une difficulté, parce que dans le régime présidentiel, encore, il y a la possibilité de manager, de créer des coalitions, etc. Mais dans le régime parlementaire, il y a un grand danger, c'est que s'il y a une majorité, c'est bien quand c'est un peu équilibré, et même quand c'est équilibré. La France n'est pas trop dans ce cas, mais on peut faire une similitude. Aujourd'hui, le président français fait un blocage. Il fait un blocage sur le gouvernement parce qu'il estime qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Personne n'a obtenu la majorité absolue. Donc c'est la même chose. Si il y a une grande majorité et que c'est par exemple une majorité de droite, il y a un danger. Et si les prochaines élections, ça change de camp, on aura du mal, et c'est ça, c'est le grand problème, à faire une continuité de l'État dans la majorité des cas. Pape Ousmane, êtes-vous de cet avis qu'un régime parlementaire aujourd'hui puisse être source d'instabilité, comme l'a expliqué, ou bien comme le craint aujourd'hui Nathan? Alors, le problème n'est pas forcément le régime en place, le régime, que ce soit un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Le problème, c'est un problème d'acteurs. Pourquoi? Parce que dans les plus grandes démocraties au monde, hormis la France peut-être et les États-Unis, ce sont souvent des régimes parlementaires qui élisent soit un premier ministre, soit un président du Conseil, soit un chancelier. Et à chaque fois, on voit que le dynamisme politique de ces pays n'est plus à démontrer. Tout est une question d'acteurs, et moi je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas certain que le Togo
soit totalement préparé à ce basculement. Il se pourrait peut-être que la configuration politique du Togo, la configuration, disons, géographique et démographique du Togo puisse suggérer ce type de régime, mais après, ce sont les acteurs qui sont chargés de faire fonctionner ce régime à travers leur attitude, leur comportement, qui va déterminer justement la stabilité politique. Mais est-ce que la période transitoire ne justifie pas, est-ce que la période transitoire, en tout cas, n'est pas mise pour aujourd'hui résoudre vos craintes, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que le pays ne soit pas préparé? Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'ils observent une période transitoire de 12 mois pour installer les institutions de la Ve République? C'est possible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les acteurs qui sont déterminants. Mais qui est le principal acteur de tout ça? C'est le président sortant. Et un président sortant qui est déjà là depuis plus de 20 ans et qui, à travers cette Ve République, aspire à rester. Moi, j'aurais perçu la chose différemment si, par exemple, il y aurait eu passage à la Ve République avec le départ du président actuel. Mais si le président actuel, à travers un certain glissement, devient le président du Conseil, là, on aura la même dynamique, les mêmes acteurs ainsi que les mêmes pratiques. Et ça, c'est juste le régime qui va changer. Et je rappelle que ce président du Conseil dont vous parlez, et aujourd'hui, le président de la République ne sera juste là qu'à titre honorifique, élu par les parlementaires pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le président du Conseil des ministres, lui, concentre les pouvoirs de l'exécutif et lui n'a pas de limite de mandat, ce président du Conseil. Sa fonction revient au chef du parti majoritaire à l'Assemblée, issu des élections législatives. Il est le chef du gouvernement, chef des armées, détermine et conduit la politique nationale et internationale, peut être à l'initiative des lois, organise également les activités, peut nommer également des membres du Sénat et deux membres de la Cour constitutionnelle. Et que vous inspire aujourd'hui un tel régime avec le renforcement, autant de pouvoirs concentrés par le président du Conseil des ministres? Le président du Conseil des ministres, bien entendu, dans un régime parlementaire, c'est lui qui dispose de tous les pouvoirs, d'à peu près tous les pouvoirs. Et il existe un président de la République, vous allez en Allemagne par exemple, il existe un président de la République, en Israël pareil, et dans presque tous les pays à régime parlementaire. Mais la différence, c'est que le président de la République, il a un rôle plutôt consultatif, c'est-à-dire il est là comme un sage à qui on demande conseil et qui peut agir peut-être parfois sur le plan diplomatique, sur le plan des négociations dans le domaine sous-régional et voilà, pour veiller à la stabilité du pays. Mais dans un régime parlementaire, le président du Conseil, le Premier ministre ou le chancelier, peu importe l'appellation, c'est lui qui dispose des pouvoirs exécutif, de l'ensemble des pouvoirs. Il a la possibilité de nommer au pouvoir civil et militaire. C'est lui qui est chargé d'élaborer et d'appliquer la politique de la nation, etc. Donc c'est normal. On passe d'un régime présidentiel où le président avait tous les pouvoirs à un régime parlementaire où le Premier ministre ou le président du Conseil aura les pouvoirs qu'aurait pu avoir le président de la République dans un régime présidentielle. Et allez-y, j'ai l'impression, on attend que vous vouliez réagir. Oui, en fait, c'est simplement pour ajouter que par rapport à ce que disait Pape tout à l'heure, il y a un piège. C'est le piège de la maturité des acteurs. Le piège de la maturité, parce que cela marche. On voit ça en Israël, on voit ça en Angleterre, on voit ça en Allemagne, on voit ça en Italie, en Espagne. Toutes ces républiques-là et certains royaumes qui sont dans un système parlementaire. Mais ça dépend de la maturité politique déjà des acteurs. Parce que ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Italie, en Israël, dépend essentiellement de la maturité des acteurs. Et cette maturité-là aussi est dans la capacité de céder le pouvoir au moment opportun. Et ça, c'est la grande question qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a cette volonté de céder le pouvoir au moment opportun, puisqu'on voit déjà qu'il y a une non-limitation du mandat du président du Conseil. Et ça, c'est un grand piège. Mais surtout, j'insiste sur ça, le mode de désignation des députés, parce que les députés auront une lourde responsabilité. Dans un régime parlementaire, les députés ont une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est eux qui élisent le président du Conseil, qui a tous les pouvoirs. Donc, dans un régime parlementaire, lorsqu'on décide d'établir un régime parlementaire, il faudrait changer en priorité le mode de désignation des députés. Par exemple, au Sénégal, je donne juste un exemple, au Sénégal, on ne pourrait pas avoir le mode de désignation des députés comme c'est le cas actuellement, et vouloir basculer justement dans un régime parlementaire, ce serait catastrophique parce qu'on se retrouverait avec des députés qui ne sont pas à la hauteur,
qui n'ont pas un certain niveau, disons, pour même analyser les lois et pour comprendre les enjeux sur le plan et international. C'est préparé pour aujourd'hui mesurer la complexité de la situation et la lourdeur de la tâche qui les incombe. Et est-ce que cela aussi ne reviendrait pas, la crainte de Pape Ousmane, à assurer une certaine indépendance, en tout cas dans le mode de désignation de ces députés-là et le mode même de gouvernance de ces parlements? Ce sera quand même très difficile parce que comment les députés sont désignés, mais c'est même encore plus grave parce que c'est le peuple qui vote. Et ce peuple-là qui vote les députés, comment le peuple choisit ses députés? Est-ce que le peuple choisit sur la base des émotions? Est-ce que le peuple choisit sur la base des filiations? C'est le choix déjà. Depuis le choix du peuple, c'est depuis le choix du peuple qui rend la chose compliquée. C'est pour ça que je parle d'une maturité. Et quand je dis une maturité politique, ce n'est pas seulement des acteurs politiques, mais aussi du peuple. Parce que quand les Anglais, on va dire, quand les Anglais vont aux urnes pour voter le Parlement, ils sont conscients que ce Parlement-là va décider de notre du chef du gouvernement et donc va décider de la politique du pays, en fait. Donc, il y a cette maturité aussi du peuple qu'il faut vérifier. Est-ce que le peuple togolais est assez mature pour choisir les députés comme il faut? C'est ça la bonne question. Et selon vous, Pape Ousmane, quel défi attend ce futur président du Conseil des ministres qui va concentrer tous les pouvoirs dans un régime parlementaire? Alors, ce sera comme un président, bien entendu, au sens d'un régime présidentiel, mais qu'il aura la lourde responsabilité, justement, de non seulement stabiliser le pays sur le plan politique, mais également mettre en place les différentes stratégies pour une croissance inclusive de l'économie togolaise. Également, continuer à jouer le rôle que joue le Togo actuellement sur le plan sous-régional, notamment avec les différentes crises au Mali, au Burkina et au Niger. Si c'est le même personnage qui est président de la République, qui devient président du Conseil, je crois que ce sont ces initiatives qui vont continuer. Mais également, le Togo, à l'image de ses voisins immédiats, pourrait jouer un rôle important par rapport, parce que c'est le Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée, c'est riche en ressources, riche en opportunités, donc convoité. Donc le Togo, bien que ce soit un petit pays, a un rôle prépondérant à jouer sur ce plan dans la zone. Et en tant qu'enseignant-chercheur et spécialiste en sciences politiques aujourd'hui, sur quelques secondes, quel changement majeur, vous vous attendez à quel changement majeur dans cette 5e République togolaise? Le mode de désignation des députés, j'insiste sur ça, parce que les députés ont une lourde responsabilité qui est d'élire le président du Conseil qui aura tous les pouvoirs. Donc s'ils basculent à une 5e République sans pour autant faire ces aménagements, ces réformes, ce sera compliqué, on restera dans la même... Importante à mener sur le plan du mode de désignation des députés, puisque c'est le Parlement qui concentre l'essentiel des pouvoirs dans un régime parlementaire. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Pape Ousmane Diaw, autant pour moi, doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Nathan Joël Ombago, un analyste politique. Merci également. Très heureux d'avoir partagé ce plateau-là avec vous, Nathan. Merci et merci aussi à Pape pour ses contributions. Merci aussi aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.